problème. Ah, bah voilà, le son est présent. Monsieur Zemmour, merci d'être présent. Au nom d'Alliance Police Nationale, je vous remercie d'avoir eu le courage de vous exprimer devant l'ensemble des policiers. Et évidemment, sachez que c'est retransmis, vous le savez mieux que moi, sur toutes les télés. C'est retransmis sur la chaîne Alliance TV et donc sur YouTube. Je vais faire un petit peu l'arbitre, si je peux me permettre, et après je vous embête plus. 45 minutes, 15 minutes pour exposer un petit peu votre vision et la politique sécuritaire que vous aimeriez mettre en place. Et ensuite, 25 minutes pour répondre à des questions parmi, si je peux me permettre l'expression, les flics dans la salle. Voilà, je vous remercie. Et après, ça sera Amandine qui gérera la suite. Merci. Bonjour à vous. D'abord, je voulais vous dire que je suis toujours content d'être parmi les flics, comme on dit. Partout où je passe, à Marseille, à Cannes, dans le Nord, à l'Est, je prévois toujours des réunions avec des syndicalistes, policiers. Je discute sur la situation, sur leur situation et sur la situation en général. Et à chaque fois, nous tombons d'accord, évidemment. Je sens cette proximité et intellectuelle et idéologique. Je dirais, en vérité, j'ai commencé ma carrière politique parmi vous. Le 19 mai 2021, j'étais à la manifestation pour défendre la police après une énième agression. Et je me souviens de l'accueil chaleureux que j'y ai reçu. Je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié non plus les mots de Jean-Paul, vous savez, le brigadier qui avait été lâchement agressé et qui disait « La peur doit changer de camp ». Je n'ai pas oublié non plus les mots de votre secrétaire général qui disait « Le problème de la police, c'est la justice ». Je dirais même, moi, j'irais même plus loin. Évidemment, le problème de la police, c'est une justice laxiste. Mais je pense qu'il faut encore élargir cela. Je pense que vous êtes aux premières loges d'un combat de civilisation. C'est-à-dire que vous n'avez pas à faire seulement face à des délinquants, vous êtes aux premières loges d'un conflit de civilisation qui s'est étendu sur notre sol. Il y a 2 civilisations sur notre sol et elles ne peuvent pas malheureusement coexister pacifiquement. Il faut qu'il y ait une civilisation qui s'impose à tous. Et c'est la nôtre qui doit s'imposer à tous. Vous êtes donc agressés en permanence car vous représentez l'État. Et comme vous représentez l'État, vous représentez la France. Et derrière vous, c'est l'État et la France que l'on attaque. Donc ce n'est pas un hasard. C'est pour cela qu'il faut absolument, impérativement, vous soutenir et vous donner les moyens de vous protéger et de vous défendre et de prendre le dessus sur ces délinquants qui vous agressent et qui ne sont pas seulement des délinquants. Toutes les analyses ont prouvé qu'il y avait un continuum entre les délinquants du quotidien et ceux qui finissaient par être djihadistes au Bataclan et ailleurs. Tout ça, ce sont les mêmes personnes, ils viennent des mêmes origines, des mêmes quartiers, ils ont le même parcours sociologique. Je dirais que les uns font le djihad et que les autres font le djihad du quotidien. Mais c'est la même chose, c'est le même enjeu. Et donc pour cela, nous devons vous donner des moyens et pour cela, nous devons vous soutenir. Je pense que ma politique s'appuiera sur 2 fondements. Premièrement, vous donner les moyens et soutenir la police. Deuxièmement, redonner les moyens à la justice d'être ferme et efficace. Pour la police, c'est simple, vous connaissez le diagnostic mieux que quiconque. Vous êtes sans cesse agressé. J'ai vu encore aujourd'hui ce policier à Montpellier qui a été traîné par un conducteur qui refusait un contrôle. Pour vous, c'est quotidien. On a l'exemple de Viry-Châtillon quand vous avez été attaqué à coups de mortier. Les attaques à coups de mortier sont quasi quotidiennes dans certains quartiers. Je sais que vous avez vu le film Bac Nord avant cette réunion, donc comme je l'ai vu moi aussi, je n'ai pas besoin de vous en dire plus. Vous êtes agressé tout le temps. La deuxième chose, c'est que vous n'avez pas le temps, en vérité, pour travailler sérieusement. Votre temps est occupé largement par des travaux de bureau, de paperasse, car depuis 20 ans, il y a eu, depuis la loi Guigou, en vérité, la fin du XXe siècle,
les années 98-99, qui ont, sous la pression de la Cour européenne des droits de l'homme, aggravé, accéléré, accentué les pressions pour la défense des gens qui étaient incriminés au détriment de votre travail. Troisième chose, vous avez des moyens de plus en plus faibles. Vos commissariats sont vétustes, vous n'avez pas le temps de vous entraîner, vous n'avez même pas assez de cartouches, de munitions pour vous entraîner suffisamment. Enfin, je dirais pas le moindre, dernier élément, vous n'êtes pas soutenu. On se souvient de Christophe Castaner qui était prêt à mettre un genou à terre pour s'excuser des soi-disant violences policières. Vous vous souvenez de ce même Castaner qui décidément cumulait, qui avait dit que la manifestation des Traoré était autorisée en plein confinement parce que l'émotion primait sur la règle juridique. Je pense qu'en 1500 ans d'histoire, on n'a jamais vu en France un ministre de l'Intérieur dire une telle stupidité. Et enfin, le mieux pour la fin, le président de la République lui-même, qui, dans une interview à Brut, parle de violence policière. Je vous rappelle ma position que j'avais énoncée à l'époque. Il n'y a pas de violence policière. Les policiers ont, selon la grande phrase de Max Weber, le monopole de la violence légitime. Donc il y a des violences faites aux policiers, oui, et qui se multiplient. Mais un président de la République ne doit pas parler de violence policière sous peine de saper la légitimité de son pouvoir et de son autorité. À partir de là, mes propositions sont assez simples. D'abord, ce que j'appelle et ce que le droit suisse, puisque c'est à lui que je l'ai emprunté, appelle la défense excusable, qui vaut pour les policiers et pour tous les citoyens. En deux mots, vous savez tous que la légitime défense est soumise à des conditions. Pour la défense excusable, le juge appréciera si la peur légitime, excusable, a excusé justement une attaque, une agression, en dehors du principe de proportionnalité. En clair, on assouplit la règle de la légitime défense pour tout le monde et en particulier pour les policiers. À cette mesure, je rajoute, j'en ai beaucoup parlé avec les policiers que j'ai rencontrés dans les villes que je vous ai citées tout à l'heure, je rajoute le principe de présomption de légitime défense. C'est-à-dire que là, ça ne concerne que les policiers. On estimera que les policiers ont toujours une présomption de légitime défense. C'est-à-dire que ce ne sera plus au policier de prouver son innocence, mais ce sera au parquet, au juge, de prouver la culpabilité du policier. Et ça permettra, vous avez bien compris, de renverser la charge de la preuve et donc de vous éviter les procédures absolument humiliantes qui font qu'aujourd'hui, quand un policier est agressé par des racailles, il n'ose sortir son arme, il n'ose se défendre parce qu'il se dit « si jamais je fais quoi que ce soit, je vais aller au trou, je vais aller en garde à vue, je vais perdre tout, etc. Ça va être terrible. » Et du coup, on voit toujours ces policiers agressés et évidemment, les racailles en tirent un profit immense, c'est-à-dire que ce sont les policiers qui ont peur et non pas ceux qui les agressent. À part de ces deux mesures, qui sont d'après moi fondamentales et qui vont changer le climat, je pense qu'il faut aussi s'en prendre aux moyens. Évidemment, il faudra une loi de programmation sur 5 ans. J'ai vu qu'Emmanuel Macron en avait parlé en 2017, qu'il en reparle en 2022. Donc il faudra bien la faire. Par ailleurs, j'ai dit tout à l'heure que votre temps était surchargé de travail de paperasse. Je pense qu'il faut donc revenir à des procédures beaucoup plus simples, beaucoup plus simplifiées, où il n'y a pas l'avocat à tous les instants, où les droits de la défense n'encombrent pas exagérément vos enquêtes. Par exemple, je propose de supprimer le juge des libertés, qui je pense, a un rôle néfaste dans toutes ces procédures. Je pense aussi que nous devons rapprocher le plus possible les procédures classiques des procédures de flagrant délit. Ça, c'est pour le soutien
à la police. Maintenant, pour la justice, pour une justice ferme et efficace, je pense qu'il faut simplement prendre des mesures fondamentales. La première, évidemment, on sait aujourd'hui que nombre de juges, même qui ne sont pas idéologiquement soumis à la doxa du syndicat de la magistrature, ne peuvent pas condamner la plupart des délinquants et des condamnés parce qu'il n'y a pas de place de prison. Donc, pour régler cette question lancinante depuis 20 ans, je propose 2 mesures. La première, construire 10 000 places de prison. Je sais que depuis 20 ans, tout le monde vous promet ça et que personne ne le tient. Emmanuel Macron avait promis 15 000 places, on en est à 2 000. Mais moi, j'ajoute une autre mesure, qui est l'expulsion des 15 000 délinquants étrangers, qui n'ont rien à faire dans nos prisons, qui nous coûtent cher et qui n'ont rien à faire chez nous. Il y a 25% d'étrangers dans les prisons françaises. Sur 60 000 prisonniers, je vous laisse faire le calcul, ça libérerait 15 000 places. Par ailleurs, je demande une justice beaucoup plus ferme, c'est-à-dire que je rétablis les peines planchées, les fameuses peines planchées. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous le savez très bien, c'est-à-dire que les juges devront absolument instaurer des peines minimales qu'ils ne pourront pas donc accumuler les libérations et les mesures alternatives. Par ailleurs, je suis favorable à ce qu'on revienne sur toutes les législations qui ont multiplié les réductions de peine, que ce soit la loi Perben, la loi Dati, la loi Taubira et la loi Belloubet. Toutes ces lois n'ont eu qu'un but, réduire les emprisonnements et réduire les peines. Je supprimerai toutes ces lois et je rétablirai une vraie mesure avec des peines qui seront vraiment exécutées. Ensuite, par ailleurs, je rétablirai une vraie perpétuité, c'est-à-dire que je n'admettrai pas que Salah Abdeslam sorte de prison dans quelques années. Par ailleurs, je pense que nous devrons régler la question de la délinquance des mineurs. Vous savez tous ici que vous les arrêtez et ils ressortent libres dans l'heure. Nous prendrons 2 mesures. La première, réduire cette fameuse clause de minorité de 16 à 13 ans. Et par ailleurs, nous expulserons tous les mineurs isolés, qui ne sont, comme je le dis souvent, pour la plupart, ni mineurs ni isolés. Cette mesure sera prise le plus rapidement possible. Enfin, pour qu'il y ait une justice efficace, il faut des moyens. Je pense qu'effectivement, les juges sont légitimement débordés. Donc, nous embaucherons des magistrats en plus. Et comme beaucoup de magistrats sont malheureusement, je dirais, intoxiqués par l'idéologie laxiste héritée du syndicat de la magistrature des années 60-70, nous mêlerons, je pense que l'idéal sera à 50-50, dans les effectifs de magistrats, ceux qui sortiront de l'école de la magistrature et ceux qui viendront d'autres professions, comme les policiers, les gendarmes ou des avocats. Je pense que toutes ces mesures feront que le climat changera. C'est-à-dire que je pense que l'important, c'est que vous ne soyez plus agressés. L'important, c'est que vous puissiez vous défendre. L'important, c'est que vous puissiez rétablir la paix et que, effectivement, la peur change de camp. Je serai le candidat de la paix parce qu'avec moi, la peur changera de camp. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Zemmour. Nous allons commencer par la première question sur le thème de l'ordre public par Jean-Marie. Monsieur Zemmour, bonjour. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Jean-Marie Phillips. Je suis délégué régional des CRS pour Alliance pour la région Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est. Depuis 2016, nous connaissons des manifestations ultra-violentes comme la loi travail, les gilets jaunes, la réforme des retraites, les manifestations anti-vaccins qui ont engendré des troubles à l'ordre public importants. On déplore plus de 2000 blessés dans les rangs de la police et des millions d'euros de dégâts au domaine public. Devant tant de désordre, à notre sens,
les services de police sont démunis de moyens législatifs pour écarter les individus particulièrement violents. Monsieur, à l'instar de l'Allemagne, seriez-vous prêt à adopter un dispositif légal mettant en place un système d'arrestation administrative préventive dans le cadre de nos missions de maintien de l'ordre? De même, seriez-vous prêt à instaurer une disposition administrative d'interdiction de manifestation ou de participation à un rassemblement à l'encontre d'individus ayant des pratiques violentes? Cher monsieur, effectivement, ça me choque beaucoup de voir depuis des années la moindre manifestation s'achever par des violences inouïes, des dégâts, des destructions, des pillages. Ce sont des scènes de guérilla, en vérité. J'ai en souvenir, évidemment, comme tout le monde, la scène de saccage de l'Arc de Triomphe qui m'a évidemment le plus choqué. Mais après tout, on peut légitimement aussi être choqué par les destructions du moindre commerce, de la moindre devanture, qui est non moins scandaleuse. J'ai moi-même, d'ailleurs, subi cela il y a 2 mois à Marseille, où j'ai vu des bandes de racailles d'extrême gauche, dites Antifa, menacer tous les commerçants qui voulaient me rencontrer et détruire la devanture du restaurant qui m'avait accueilli. Je n'ai pas vu d'ailleurs à cette occasion le préfet faire diligence pour me protéger et pour protéger les gens qui me recevaient, mais c'est une autre histoire. Je pense que tout cela est absolument indigne, scandaleux, et que l'impunité de ces racailles d'extrême gauche, qu'ils s'appellent Antifa, qu'ils s'appellent Black Blocs ou que sais-je, doit cesser. Je pense qu'il y a une responsabilité directe des gouvernements dans cette impunité. Je pense évidemment que vous avez les moyens de les arrêter, de les connaître, de les arrêter même préventivement, vous avez raison, sinon il faudra vous les donner. Quand je pense qu'on a réglé ainsi la délinquance dans les stades, je me souviens, moi, qui allais voir des matchs de foot quand j'étais gamin, j'ai vu cette dégradation et j'ai vu aussi comment on l'avait traité. Il n'y a aucune raison qu'on ne traite pas les Antifa et les autres Black Box et les autres racailles venus de banlieue qui pillent les magasins de la même façon. Par ailleurs, je pense que, je le répète, il manque une volonté politique pour faire cesser ces scandaleuses dégradations et scandaleuses violences. Donc oui, quand je serai président, la volonté politique, je peux vous l'assurer, sera à l'ordre du jour pour régler toutes ces questions. Merci beaucoup. Nous allons passer à la question suivante sur le thème de la réponse pénale par David. Bonjour David. Si vous enlevez votre masque pour parler, ça serait mieux parce qu'on n'entend pas bien. Donc, bonjour Monsieur Zemmour, je me nomme David Léraud, je suis le secrétaire régional adjoint Alliance Police en région Occitanie. Je suis affecté à Narbonne et donc à quelques kilomètres de Montpellier. Et je voudrais également avoir une pensée très forte pour notre collègue de la BAC de Montpellier, qui a frôlé la mort hier soir et qui a quand même fini sa vacation avec un passage au bloc opératoire. C'est pas acceptable de prendre son service et de finir au bloc opératoire. C'est plus que pas acceptable, c'est absolument inadmissible. Et donc cela rejoint pleinement la question. Les statistiques portant sur l'évolution de la délinquance indiquent une tendance à la hausse des violences à l'encontre des policiers. Ce constat concerne le périmètre des infractions allant de l'outrage aux violences aggravées. Tout en sachant que vous connaissez nos positions sur les peines minimales et au regard du contexte actuel, qu'envisagez-vous pour améliorer significativement la réponse pénale et la répression des auteurs de ces faits?
vous l'avez en partie effleuré. Mais en attendant, sur les peines planchées, voilà, si vous pouvez développer un tout petit peu plus, comparution immédiate, mandat d'écrou, pas de répression. Voilà. Je crois vous avoir répondu. Effectivement, vous avez raison. C'est un fait majeur. Il y avait en 1996 28 000 outrages et agressions aux forces de l'ordre. Il y en a en 2019 66 000. C'est une explosion phénoménale. Je vous l'ai dit, il faut bien comprendre que cette histoire s'inscrit, que votre sort et ces agressions s'inscrivent dans un contexte historique, civilisationnel. Vous êtes aux premières loges d'un combat de civilisation. C'est pour ça qu'on vous agresse. C'est derrière vous l'État et la France qu'on agresse. Il faut donc que l'État et la France se défendent. On n'est plus au temps d'une simple délinquance. Elle existe, évidemment. Les moteurs sont toujours les mêmes, la cupidité, le goût de la violence, tout ça existe de toute éternité. Mais il se rajoute désormais un vrai conflit de civilisation. Il faut que vous en preniez conscience. Vous êtes au cœur de ce conflit de civilisation. Et c'est pour ça que moi, je vous soutiendrai. Et je crois avoir répondu à votre question, mais effectivement, je pense d'abord, parce que, si vous voulez, la mère de toutes les batailles, il faut bien comprendre que la mère de toutes les batailles, c'est l'immigration. C'est-à-dire que l'importance n'est pas, comme dit M. Macron, comme l'a dû le redire, vous le redire M. Darmanin ou Mme Pécresse, le sujet n'est pas de mettre plus de policiers dans la rue, il est de mettre moins de délinquants dans la rue. Et pour mettre moins de délinquants dans la rue, il faut arrêter l'immigration. C'est la nourrice de toute cette délinquance et dans l'immigration que nous connaissons depuis 30 ans. Donc si on est à l'immigration zéro, on aura une délinquance qui va baisser, inexorablement, inéluctablement. C'est ça la première réponse fondamentale. Et je pense que je suis le seul à la donner. Et je suis le seul à être déterminé pour régler cette question. Après, il y aura évidemment, je vous l'ai dit, des mesures qui seront prises. Je vous les répète, d'abord, dans la même lignée de ce que je viens de vous dire, expulsion des délinquants étrangers. Je rajouterai déchéance de nationalité pour tous les binationaux délinquants ou criminels, qui viendront s'ajouter aux délinquants expulsés. Par ailleurs, pour les mineurs, je vous l'ai dit aussi, je supprimerai, au-delà de la condition de minorité, je supprimerai les allocations familiales aux parents de délinquants, de mineurs délinquants. Et ils seront expulsés de leur HLM quand ils habitent dans des HLM. Je pense que nous devons prendre des mesures très fermes, qui sont implacables. Après, je vous l'ai dit, peine plancher, peine minimale, vous l'avez compris, vraie perpétuité, pas de remise de peine. Je pense qu'avec cet attirail, nous engagerons à la hauteur de l'enjeu le vrai combat pour la paix et la sécurité et la tranquillité des Français, et grâce à vous. Merci beaucoup. Nous allons passer à la troisième question sur la protection du policier par Eric. Bonjour Monsieur Zemmour, Eric Bonjour, Maroc. Je suis le secrétaire régional du syndicat Alliance en Nouvelle-Aquitaine. Je suis affecté à Bordeaux en brigade de sûreté urbaine. Quelles mesures concrètes envisagez-vous pour protéger l'identité des policiers et donc celle de leur famille, comme par exemple le floutage, l'anonymisation ou d'autres mesures inscrites dans votre programme? Cher monsieur, il faut s'arrêter une minute sur cette question avant de vous répondre. C'est-à-dire que vous voyez l'incroyable évolution. Auparavant, moi, quand j'étais enfant, tout le monde était content d'avoir un policier dans son immeuble. Parce que ça voulait dire que c'était une garantie de tranquillité et de sécurité. Moi, j'ai connu, et pourtant je n'ai pas vécu sous Louis XIV, mais j'ai connu en banlieue parisienne, ma mère ne fermait jamais sa porte à clé. C'est vous dire où on en est aujourd'hui. Je vous dis ça parce que il faut toujours mesurer, avant de se précipiter
sur les mesures, les réponses, etc., qui sont nécessaires. Mais il faut comprendre l'évolution pour bien apprécier et pour refuser ce qu'on nous fait vivre. Donc, demander le floutage, l'anonymisation, oui, ça sera indispensable dans un premier temps, mais ça veut dire déjà que nous avons perdu une bataille. Ça veut dire qu'un policier doit se cacher. Mais où sommes-nous? Dans quel pays vivons-nous? Qui a peur de qui? Donc, je pense que oui, nous prendrons ces mesures de sauvegarde. Oui, nous le ferons pour protéger les policiers à court terme. Mais moi, je considérerais que c'est une défaite. Et je considérerais que nous avons gagné la bataille quand nous n'aurons plus besoin de ces mesures. Et je peux vous dire que ça ira plus vite qu'on ne le pense. Mais simplement, il faudra être ferme, déterminé et ne plus avoir peur de son ombre, ni des médias, ni des juges. Encore une fois, je pense que je suis le seul candidat dans ce cas-là. Merci beaucoup. Question suivante sur le thème de la retraite du policier par Arnaud. Bonjour Monsieur Zemmour. Bonjour monsieur. Je me présente, je suis Arnaud Boutelier, je suis secrétaire régional adjoint. Vous permettez ? Bien sûr. Alliance Police Nationale des Hauts-de-France et affecté à Lille. Je vous écoute. Ma question est la suivante. Comme vous le savez, plusieurs réformes des retraites ont modifié celle des policiers. Comment envisagez-vous de préserver la catégorie active des policiers ainsi que leur statut spécial? J'ai vu qu'effectivement, Emmanuel Macron voulait supprimer votre régime spécial. Moi, j'ai une méthode assez simple. Je pense qu'il faut... Je ne suis pas contre les statuts spéciaux. J'étais contre la réforme de grande simplification, de mettre tout le monde sous le même régime. Je pense que si, bien sûr, on n'est pas obligé de garder tous les régimes spéciaux, mais je ne suis pas contre le principe. Il y a des situations différentes qui impliquent des solutions différentes. Par ailleurs, je pense qu'il n'est pas pour l'instant nécessaire de vous promettre des embauches supplémentaires. Je pense qu'il vaut mieux, 1, vous payer mieux, et 2, vous permettre de plus travailler sur le terrain en réduisant les contraintes juridiques, la paperasse dont j'ai parlé tout à l'heure. Pour la retraite, donc, je pense qu'il n'est pas nécessaire, pour l'instant, de changer votre régime. Merci beaucoup. Pour la dernière question sur le thème du pouvoir d'achat, posée par Émilie. Bonjour Monsieur Zemmour. Bonjour madame. Je m'appelle Émilie, je suis une représentante Alliance de la région Auvergne-Rhône-Alpes, brigadier chef et OPJ affecté à la CSP de Lyon. Dans le cadre de la future loi d'orientation et de programmation pour le ministère de l'Intérieur, des déclarations ont été faites et un budget supplémentaire de 15 milliards d'euros ont été annoncés. Comptez-vous respecter ou améliorer le montant et le calendrier de cette future loi afin d'augmenter le pouvoir d'achat et le déroulement de carrière des policiers adjoints, ainsi que des personnels administratifs, scientifiques et techniques? Je pense effectivement que c'est un cadre qui me paraît convenable. Je dirais qu'il faut non seulement améliorer le pouvoir d'achat des policiers, mais ça, c'est comme tous les Français, il y a effectivement des choses à faire, mais aussi et surtout améliorer les équipements. Je pense que vraiment, vous êtes sous-équipés, je le disais tout à l'heure. On me parlait de ces voitures électriques à 50 000 € et qui sont beaucoup plus lentes que les voitures des voyous. Je pense que ça, c'est des dépenses inutiles. En revanche, qu'il y a vraiment des dépenses en équipement pour mieux vous protéger et pour être à la hauteur des enjeux et des combats avec
ces voyous et ces racailles. Donc oui, je pense que le cadre budgétaire est assez bien défini ainsi. Merci beaucoup. C'était la dernière question. Nous allons vous remettre un questionnaire, donc un dossier avec différentes questions, liste non exhaustive concernant les DROMCOM, la formation, la police judiciaire, etc. et pour lesquelles nous aimerions une réponse ultérieure. Voilà. Vous avez encore du temps, donc je vous laisse un mot de la fin, si vous le voulez bien. J'ai combien de temps? Oh là, je suis largement en avance. Je veux bien prendre d'autres questions si vous voulez. Alors, si je peux me permettre, Mais Monsieur je vous en Zemmour, malheureusement, on a prévu, enfin malheureusement tant mieux pour vous, parce que vous allez pouvoir continuer à vous exprimer, mais on a prévu que 5 questions, parce que vous savez, dans un souci d'équité, il faut, j'allais dire, éviter de fâcher les autres candidats. Ah. Par contre, évidemment, vous faites comme tous les autres candidats, vous finissez bien avant le timing, donc prenez votre temps, Ah, les n'hésitez autres pas. ont fait ça aussi. Les autres ont été à peu près sur le même timing que vous, c'est-à-dire qu'ils voulaient une autre question et je me suis permis de leur dire non. Et donc, pour un souci d'équité, voilà. Écoutez, je vais pas, je pense vous avoir dit l'essentiel. Je tiens vraiment à vous répéter 2 choses. La première, on a changé d'époque. On a changé d'époque, vous le savez mieux que personne. Nous sommes engagés dans un conflit de civilisation et vous êtes en première ligne. Vous êtes en première ligne et vous savez ce qui se passe vraiment. Les autres, les Français ont parfois, ils subissent parfois les agressions que vous subissez au quotidien. Ils subissent, eux, de temps en temps, et c'est déjà trop, les agressions que vous subissez tout le temps. En vérité, nous avons changé d'air, c'est que vous êtes devenu la cible. Vous êtes devenu le gibier alors que vous étiez auparavant le chasseur. C'est un changement vertigineux. Et je pense que les politiques, les médias, les gouvernants ne mesurent pas le changement vertigineux que cela signifie. Nous vivons dans une espèce de guérilla. Et vous êtes les premières cibles de la guérilla. Alors évidemment, vous entendrez les médias, tous les professionnels des excuses dire que c'est parce que vous êtes injuste, vous êtes violent, vous êtes ceci, vous êtes cela. Ma réponse est assez simple. Dans ce cas-là, les pompiers qui sont agressés doivent être également horribles. Et les médecins qui sont agressés doivent exercer des violences absolument indignes sur tous les gens qui les agressent. Tout ça n'est pas sérieux. Donc évidemment, la première politique que nous devons suivre, c'est que vous redeveniez les chasseurs et non plus les gibiers. Et je vous le répète, la mère de toutes les batailles, c'est l'immigration. C'est l'immigration qui provoque depuis des décennies, ça a commencé dès la fin des années 70, avec le regroupement familial, on a eu une explosion et une montée des courbes de la délinquance. Et ça ne cesse d'exploser depuis. On a, je crois, depuis les années 60, un quadruplement des crimes et délits. Un quadruplement. C'est évidemment lié. Donc, la première politique à suivre, c'est la politique que je propose d'immigration zéro et que je suis le seul à proposer. Ensuite, comme je vous l'ai dit, c'est vous redonner les moyens d'être, tout simplement, ceux qui maintiennent l'ordre et non pas ceux qui subissent un ordre étranger. C'est très frappant dans le film Bac Nord que vous avez, je crois, visionné avant nos prestations réciproques. On voit bien qu'il y a aujourd'hui en France, là en l'occurrence dans les quartiers nord de Marseille, mais on aurait pu faire ce film partout en France en vérité, il y a des enclaves étrangères qui sont régies par un autre droit et où l'ordre est exercé par une autre police qui n'est pas la vôtre et qui est celle des caïds, de la drogue et autres. On dit toujours que ce sont des zones de non-droit et que ce sont les territoires perdus de la République. C'est faux. Ce ne sont pas des zones de non-droit. Il y a un autre droit.
un autre droit qui est celui de ces enclaves étrangères. Un mélange d'islam du quotidien et de violence des caïds de la drogue. Et ce ne sont pas des territoires perdus de la République, ce sont des territoires perdus de la France, car ce sont des enclaves étrangères. Nous ne sommes plus en France là-bas. Et d'ailleurs, vous êtes considérés comme une armée étrangère. Et c'est pour ça que vous êtes agressés en permanence par une espèce de guérilla. Donc je pense que c'est cela que nous devons d'abord faire avec vous. Reconquérir ces zones et ces enclaves étrangères. Vous serez aux premières loges de cette reconquête. Et je compte sur vous, comme vous pourrez compter sur moi. Je vous remercie. Oui. Monsieur Zemmour, avant de partir, en tant que secrétaire général, je voulais vous remercier de votre présence au nom de tous les policiers dans la salle, au nom de tous les policiers sur le terrain. J'aime bien le répéter parce que malgré tout, un collègue sur deux aujourd'hui quasiment est à Alliance Police Nationale. Donc c'est important de le souligner de temps en temps. En tout cas, merci pour votre exposé. Merci d'avoir été présent, contrairement à d'autres. Et je vous souhaite bonne continuation. Merci à vous.